Des projets de loi votés par le Conseil national de transition aujourd'hui, ils concernent le financement du projet d'aménagement et d'élargissement du tronçon urbain de la route Bamako-Koulikoro-Bamako et le collectif budgétaire modificatif de la loi de finances 2024. Clap de fin pour la semaine du numérique du Mali, une deuxième édition qui a donné la voix au pays de l'AES. De nombreuses communications ont été faites autour des potentialités des TIC dans nos États ainsi que les défis à relever. Plus de 2000 personnes de 30 pays prennent part au Forum international Afrique Développement. La rencontre de 2 jours s'est ouverte ce jeudi au Maroc à Casablanca. Au menu des sessions plénières, des rencontres B2B et marché de l'investissement, des expositions sur les potentiels économiques en Afrique. C'est à l'actif du groupe Attijari Wafa Bank. Le RTM vous remercie de votre fidélité. Bonsoir, bienvenue dans la grande édition. Je l'annonçais tout à l'heure, les membres du Conseil national de transition ont voté à l'unanimité des membres présents le projet de loi portant financement partiel de la seconde tranche du projet d'aménagement et d'élargissement du tronçon urbain de la route Bamako-Koulikoro-Bamako. Ils ont également voté le projet de loi portant collectif budgétaire modificatif de la loi de finances 2024. Cette plénière se situe dans le cadre de la session ordinaire d'avril. La synthèse avec Alousseni Touré. Le projet de loi portant modification de la loi des finances pour l'exercice 2024 va permettre au ministre des Finances d'apporter des modifications au budget d'État pour l'adapter au contexte politique et économique de l'heure. 2 événements majeurs ont présidé à ce choix. Le Conseil national de transition, le 22 décembre 2023, avait adopté le budget d'État du Mali pour l'année 2024 pour un budget total de 3 070 milliards de francs CFA. Pendant le premier trimestre 2024, lorsqu'on a commencé à exécuter le budget, il est arrivé des événements majeurs dans la vie de l'État, des événements majeurs qui ont concerné les différentes crises que le Mali a connues. L'État s'est vu obligé donc de faire un collectif budgétaire qui consiste à revoir le budget initialement adopté et à revoir les priorités. Donc l'objectif de ce collectif visait à renforcer le budget qui part au niveau de la défense. Donc on a eu un renforcement du budget de la défense de l'ordre de 190 milliards de francs CFA. Et nous avons eu également un renforcement du budget du ministère de l'Énergie, où la subvention qui est portée annuellement à la société EDM, qui était de 30 milliards de francs CFA, a été portée à 60 milliards de francs CFA, soit une augmentation à la suite de ce collectif de 30 milliards de francs CFA. Nous venons d'adopter à l'unanimité le collectif budgétaire. C'est une loi de finances. Et vous avez constaté qu'au niveau des débats, toutes les commissions étaient saisies pour avis. Cela dénote de l'implication de toutes les commissions par rapport à la gestion de ce projet de loi de finances rectificative. C'est pourquoi il n'y a pas eu de débat. Parce que quand toutes les commissions sont intéressées par un projet de texte, chacun donne son avis, chacun fait des amendements, chacun fait des recommandations. À l'issue de tout cela, quand le ministre donne son quitus, on ne peut qu'adopter la loi. La loi portant financement partiel de la seconde tranche du projet d'aménagement et d'élargissement du tronçon urbain de la route Bamako-Koulikoro à Bamako va permettre de financer les travaux de l'axe routier allant du Grand Hôtel à la sortie de Boulkassoumbougou. La réalisation de ce tronçon sur la RN27 permettra de décongestionner le trafic entre le centre-ville et les quartiers périphériques situés sur cette route. La construction de cette route va amener, en tout cas au niveau local, une vraie révolution. Parce que c'est la route 2x2 voies et 2x3 voies que nous allons voir ici à Bamako. Donc, à part le boulevard de l'Indépendance, il n'y a pas un projet d'une aussi importance technique, j'allais dire. Et puis, du point de vue qualité de la route répond à toutes les normes exigées dans les zones urbaines. C'est aussi une continuité de la route RN27 qui démarre depuis Koulikoro jusqu'à arriver au rond-point de Boulkassoumbougou. C'est juste une continuité parce que cette route, ça fait 9,42 km. Un sentiment de joie, de satisfaction totale par rapport à la ratification de la loi
pour l'accord des prêts signé à Lomé pour la deuxième tranche relative à la réalisation des travaux de la pénétrante de la RN 27, la route Bamako-Koulikoro à l'intérieur de Bamako. Cette route va être élargie sur des tronçons en 3 allées 3 et retour, sur des tronçons en 2 allées 2 retour, avec des passerelles, avec des pistes cyclables, des trottoirs et des accotements. Donc nous souhaitons vivement un autre projet de ce genre. Cette loi a été également adoptée par les 132 membres présents. La plénière s'est achevée par des communications. Le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation a présenté ce jeudi son rapport annuel 2023 au Conseil économique, social, environnemental et culturel. Cette présentation met fin à la série de restitutions aux institutions de la République. Le comité a remis une copie du rapport au président du Conseil. Mariam Kone. Dans le cadre de son rapport 2, le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation s'est rendu au Conseil économique, social, environnemental et culturel pour une restitution. C'est la dernière étape de cette démarche au niveau des institutions de la République. En vous présentant le contenu de notre rapport en 2, l'ambition du comité indépendant est d'avoir des opinions diversifiées sur son travail, étant précisé que le souci majeur du chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, est de favoriser l'élargissement des niveaux de diffusion des résultats des interactions entre le comité indépendant et les départements ministériels, les institutions et nos concitoyens dans toute leur diversité. En retour, nous serions bien heureux de partager avec votre institution vos indicateurs de gouvernance, ceux utilisés à votre interne pour mesurer le développement, les taux d'alphabétisation pour tous les sexes, l'espérance de vie du Malien à la naissance et vos statistiques sur le développement au Mali ainsi que les valeurs utilisées pour leur calcul. Le coordinateur général a salué l'interrelation entre les missions du Conseil économique, social, environnemental et culturel et les 5 axes thématiques du Sincère ANR. Le président Yacouba Katile mesure toute la portée de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Ces rapports révèlent une importance capitale car il témoigne de notre engagement individuel et collectif en faveur du progrès, de la démocratie et du bien-être de notre nation. Les recommandations issues des Assises nationales de la refondation représentent un socle sur lequel nous nous appuyons pour bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Il me plaît à cette occasion de saluer la forte volonté politique des plus hautes autorités pour la dynamique impulsée au processus de refondation de notre pays par le biais des ambitieuses réformes politiques et institutionnelles. Le travail assidu et rigoureux du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre démontre notre volonté commune de faire avancer les réformes nécessaires et d'assurer une gouvernance transparente et participative. Une présentation détaillée par le rapporteur général a permis aux membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel de s'approprier le contenu et d'apporter des contributions au dit rapport. Le chef du gouvernement a reçu cet après-midi en audience les ministres en charge de l'économie numérique du Burkina Faso et du Niger. C'était en marge des activités de la 2e édition de la semaine de l'éco de la semaine du numérique. Les entretiens ont porté sur le rôle du numérique dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Les 2 ministres étaient accompagnés par le ministre en charge de la communication. Plus de précisions avec le ministre nigérien de la communication, des postes et de l'économie numérique, Sidi Mohamed Raliou, au micro de Mamari Kone et Aliou Touré. Monsieur le peuple malien,
pour son accueil, son spécialité et les féliciter pour la parfaite organisation de la deuxième semaine numérique du Mali et féliciter également mon frère Alhamdoulian, le ministre en charge de l'économie numérique du Mali. Nous venons d'être reçus par le Premier ministre de la République du Mali. Nous avons fait le tour d'horizon de toutes les activités de la semaine à laquelle nous avons participé. Et il a profité pour nous encourager et nous galvaniser par rapport à l'atteinte des objectifs que les dirigeants de l'AES nous ont assignés. C'est de contribuer à la concrétisation des objectifs de l'AES. Donc, comme vous le savez, le numérique aujourd'hui a 3 aspects. Le premier, c'est qu'il est incontournable, il est impératif. Le deuxième, il est démocratique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous pouvons développer toutes les solutions qu'il nous faut pour nous développer très rapidement et accélérer notre développement sans passer par l'étranger. Le troisième aspect, c'est qu'il permet d'accélérer les objectifs de développement durable. Donc, le Premier ministre nous a encouragés et nous a félicités et il a tenu à nous encourager et il a promis de soutenir notre secteur qui est un secteur transversal qui permet à tous les autres secteurs d'atteindre leurs objectifs très rapidement. Rendons-nous à présent sur le site de la Semaine du numérique. Le CICB, Nyanya Alou Traoré et toute son équipe ont recueilli des informations pour vous. Nyanya, bonsoir. Bonsoir à vous, Salimata Ndao. Bonsoir à nos téléspectateurs. Merci de votre fidélité à votre télévision nationale. Nous sommes à la fin de la 2e édition de la Semaine du numérique. Une rencontre très riche en expérience, en échange. La semaine a enregistré un taux de participation assez élevé. L'engouement était au rendez-vous et les ambitions des pays de l'AES pour le devenir de nos nations encore plus perçues par les populations. La cérémonie de clôture, un reportage signé Youssouf Diakité. L'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. C'est cette thématique qui a été débattue tout au long de la semaine du numérique avec des sous-thèmes comme l'interdépendance technologique, quelle stratégie pour l'Afrique pour atteindre sa souveraineté numérique. À l'issue des travaux, les experts venus des pays de l'Alliance des États du Sahel et ailleurs ont formulé des recommandations allant dans le sens de la souveraineté digitale de l'Afrique. Promouvoir et renforcer l'accès aux usages à tous les services de l'administration publique, harmoniser les textes et mutualiser les ressources, compétences pour une meilleure implémentation de l'administration digitale, adopter une réglementation de l'intelligence artificielle dans l'espace AES, former et sensibiliser les ressources humaines à l'utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier les jeunes, sensibiliser et former les citoyens sur les métiers du numérique. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a saisi ce moment solennel de clôture pour saluer particulièrement ses homologues du Niger et du Burkina Faso, sans oublier la présence de la République sœur de la Guinée-Conakry. Cette 2e édition de la Semaine du numérique, dit-il, a comblé toutes les attentes. Cet événement qui est un espace de promotion et de développement du numérique, mais aussi un cadre de développement du numérique, mais aussi un cadre d'échange et de partage de bonnes pratiques dans le domaine à travers les États de l'Alliance du Sahel. Aussi, c'est pour moi une réelle satisfaction. Je réitère nos chaleureux remerciements et notre reconnaissance à mes collègues du Niger et du Burkina Faso et à leurs délégations respectives pour leur participation de qualité et à travers eux les peuples frères du Niger et du Burkina Faso. Mes remerciements à la délégation de la République sœur de Guinée pour sa participation de haute qualité. Veuillez transmettre aux plus hautes autorités de vos pays respectifs nos salutations et nos remerciements. Nous avons été honorés par votre présence et votre participation à un moment où nos nations respectives traversent des périodes les plus déterminantes de leurs histoires. Merci d'avoir effectué les déplacements pour rehausser le niveau de cette 2e édition de notre semaine du numérique. La semaine du numérique, faut-il le rappeler, est mise en route par le gouvernement du Mali afin de donner un espace d'expression, de rencontre et de communication aux acteurs du domaine pour plus de visibilité et d'intégration.
La cérémonie de clôture a été aussi et surtout des recommandations et des remises de prix aux meilleures start-up. Les 3 premiers meilleurs ont été primés et les organisateurs ont aussi remis un prix spécial dénommé Meilleure initiative féminine. Les récipiendaires sont là derrière moi. Félicitations à vous. On va suivre le reportage de Seydou Traoré pour plus de détails. Dans le délibéré du jury, la start-up Codol ou Collier en français a raflé le premier prix ainsi que le prix spécial dédié à l'initiative féminine au thème de la 2e édition de la semaine du numérique. Le projet d'intelligence artificielle Codol évolue dans la sécurité de l'agroalimentaire. Je suis très fière et honorée d'avoir remporté le premier prix aujourd'hui. Les 2 premiers prix, je dirais, parce que j'ai aussi remporté le prix de l'entrepreneuriat féminin. Mon projet s'appelle Codol. C'est un collier connecté avec des capteurs qui permettent de détecter une anomalie chez les animaux. Et ça envoie directement un signe d'alerte à l'éleveur pour lui prévenir qu'il y a un problème. Et là, nous pouvons réagir en le mettant en contact avec des vétérinaires aussi. La start-up Félicity Lakana de Abdoulaye Sall enlève le 2e prix. Elle évolue dans le secteur Civic Tech, un projet innovant dans la sécurité des biens et services. Le projet Safe City, c'est une application qui permet l'interconnexion et un maillage des forces de sécurité et de défense, mais aussi il permet à la population de communiquer très simplement avec les forces de sécurité et de défense à travers une application qui marche avec ou sans connexion Internet. Amadou Sako, porteur du projet Système d'alarme intelligent, ferme la marche des 3 jeunes meilleurs start-upers du rendez-vous du numérique du Mali. Son projet, également innovant, porte sur la sécurité des personnes et de leurs biens. On a constaté qu'à chaque fois que les voleurs viennent, ils cassent les portes des gens, ils sortent sur les murs des gens pour emporter tout de leur passage. Maintenant, de ce fait, on a mis un système en place. Non seulement le système va protéger non seulement vos cours, pour que les personnes puissent agir sans que vous ne soyez alertés, et également vos portes d'entrée. Une fois installé dans vos portes d'entrée, si quelqu'un essaie d'entrer dans votre maison, automatiquement vous serez alerté. Ils sont majoritairement dans la sécurité de façon globale. Parce que quand on prend la première entreprise, elle va un peu dans la sécurité alimentaire. Mais si on regarde quelque part aussi, beaucoup de contrées de notre pays sont soumises aujourd'hui à l'insécurité. Donc c'est un sujet d'actualité. Les 3 lauréats ont reçu des enveloppes d'encouragement. Faisons à présent un tour dans les stands. Je vous rappelle qu'une trentaine a été érigée, chacun avec sa particularité, de la robotique au drone en passant par les outils de communication à haute définition. Que des découvertes, les ministres AES étaient en visite. Benoro Fofana les suivait, son compte rendu. Le numérique au service du développement des pays de l'AES. Pour la 2e édition de la semaine du numérique, c'est plus de 60 stands et des milliers de visiteurs. Parmi les visiteurs de ce jeudi, les 3 ministres de la communication des États de l'AES. Ils ont pris part à la présentation de quelques projets des start-up à cette 2e édition de la semaine du numérique. Ils sont 30 start-up venus des pays de l'AES à compétir. Ont également fait le tour des stands le président du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso et celui de la haute autorité de la communication du Mali. Ils saluent l'ingéniosité des jeunes dans le domaine du numérique et fondent leur espoir sur le numérique pour le bonheur des populations de l'AES. En termes d'imagination, je pense que presque systématiquement, il faut associer les jeunes créatifs qui sont des créateurs et de valeurs et de solutions concrètes pour nos pays. C'est obligatoire de les associer à tous les projets et je crois qu'avec eux, on va rattraper les différents gaps, que ce soit le gap en termes de sécurité, en termes de développement, d'économie. Il faut travailler forcément avec les startups. 3 pays membres de l'AES font face à des défis communs. Et en cela, le numérique est une des opportunités majeures aujourd'hui, parce que c'est un outil indispensable. Ça a été bien inspiré par le ministère en charge du numérique du Mali, en partage avec ses homologues du Burkina et du Niger, que d'organiser cette semaine du numérique. Et ça permet de mutualiser les moyens, ça permet de mutualiser les connaissances et essayer de progresser en essayant d'optimiser, de prendre chez l'autre ce qui est meilleur à ce qui existe chez nous et pouvoir progresser. Au terme de la visite, ces cadres repartent très satisfaits de l'organisation avec un espoir de voir les jeunes de l'AES produire des contenus numériques destinés aux besoins des populations et des administrations.
En ce dernier jour des travaux, un panel sur la sécurité, la défense et la souveraineté, comment harmoniser la lutte contre la cybercriminalité et la défense de l'espace cybernétique dans l'AES a tenu en haleine les participants. C'est la réalité du moment et il devient impératif pour tout un chacun de connaître les tenants et les aboutissants de la thématique pour mieux affûter les armes contre les cybercriminels. On en sait plus avec Aridjouma Tina. Le 5e et dernier panel abordé lors de la 2e édition de la Semaine du numérique a porté sur la cybercriminalité et la défense. Face aux éventuelles menaces qui peuvent survenir sur le cyberespace, il était ainsi nécessaire pour les pays de l'Alliance des États du Sahel de réfléchir sur la question et voir comment harmoniser, mutualiser les efforts, une manière de rester vigilant face à la cyberattaque. Dans la zone de l'AES, on est exposé aux mêmes problèmes sur le cyberespace également. On est confronté aux mêmes défis tant sur le plan de la délinquance cybernétique, mais également par rapport à nos réalités environnementales. Et donc, il était important de se retrouver, de faire le point par rapport aux textes éventuels qui existent dans nos différents pays, le niveau d'avancée de nos structures qui sont en charge de ces questions et voir comment est-ce que le Mali, le Niger et le Burkina, et bien entendu la Guinée était présente également, comment est-ce qu'on peut harmoniser les moyens. Désormais, la délinquance qui a pris une forme numérique impose à ce qu'il y ait une réponse concertée, une réponse en synergie. C'est une thématique cruciale, je dirais, pour l'ensemble des 3 États, pour l'Alliance. L'ensemble des points, les points faibles ont été abordés. Chacun a pris acte. Les points de renforcement, de structuration ont été énoncés et il y a eu énormément de contributions. Le panel sur la cybercriminalité et la défense a suscité beaucoup d'intérêt de la part des participants qui estiment que des recommandations des experts de l'espace AIS permettront de réorienter les visions pour répondre aux éventuelles menaces sur le cyberespace. Dans les stands d'exposition, les structures du département de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration ont joué un rôle de premier plan dans la bonne marche de la semaine. D'une part, par leur présence et d'autre part, par leur expertise. Awama Kamara a approché quelques-unes de ces structures. Suivons ensemble. Cet événement a été préparé par le département de la communication, avec bien sûr toutes les structures du département qui étaient impliquées dans l'organisation, y compris bien évidemment l'ORTM, qui a géré une grande partie de la communication. Vous avez vu la cérémonie d'ouverture, elle était en direct sur tous nos médias, sur ORTM 1, ORTM 2, sur la chaîne 2, sur nos plateformes digitales et sur la radio nationale. Donc c'est pour vous dire qu'au cours de cette 2e édition du Salon du numérique, vraiment nous avons eu une participation assez intense avec un journal spécial du Salon qui était proposé aux téléspectateurs tous les soirs dans le journal de 20h, bien animé. Et ensuite il y a une présence qu'on a voulu aussi sur le site du Salon, c'est-à-dire au CICB ici, nous avons érigé quand même un stand pour montrer d'où nous avons commencé la télévision, c'est-à-dire depuis 1983, les équipements qui étaient là, vous avez vu l'écran qu'on a proposé, le magnétoscope qui était là, à l'époque, grandeur nature, jusqu'aujourd'hui aux équipements numérisés, miniaturisés. Donc c'était pour nous l'occasion également de montrer au public tout le parcours que l'ORTM a eu à faire dans le domaine du numérique. Il y a eu des résolutions pertinentes et parmi ces résolutions, une des résolutions émane de l'AIFO. C'est faire en sorte que les populations des zones frontalières du Niger, du Mali et du Burkina puissent téléphoner dans une logique qu'on appelle le free roaming. C'est-à-dire lorsque une personne du Burkina capte le signal d'un réseau d'un opérateur au Mali, qu'il puisse téléphoner à son autre parent de l'autre côté de la frontière sans que cela soit taxé comme une communication entre 2 pays. Il y a eu beaucoup d'activités, notamment le panel de haut niveau ministériel qui a été très bien animé, très bien organisé. Maintenant, en ce qui concerne l'AGTIC, nous avons un stand qui nous a permis vraiment d'avoir une visibilité, de montrer nos produits, de montrer nos talents aussi. L'AGTIC a eu beaucoup d'activités parce qu'elle est membre aussi de la commission d'organisation. À ce titre, nous avons développé la plateforme numérique, nous l'avons également animée.
Poursuivons avec Awama Kamara qui a également tendu son micro aux nombreux visiteurs qui ne voulaient pas se faire raconter la semaine du numérique. Voyage dans le temps sans bouger du CICB, démonstration futuriste avec des robots made in Mali et les merveilles de l'intelligence artificielle. Que de découvertes utiles pour un pays profondément tourné vers un meilleur avenir. On les écoute. Elle a été très intéressante, surtout avec l'envergure internationale qu'elle a prise cette année, avec la forte participation du Burkina et du Niger. Donc, il y a eu des panels très intéressants où les gens ont beaucoup interagi sur différentes questions très intéressantes de l'économie numérique. Excellente, je dirais. J'ai de très très belles impressions parce qu'en tant que chercheur, enseignant, consultant des fois, je vois à quel point les nouvelles technologies arrivent à impacter notre cadre de vie, notre cadre d'enseignement et de chercheurs. La semaine du numérique est un très bon projet fédérateur parce que chaque État qui organise ce type d'événement, les gens ont la possibilité de se retrouver, d'échanger autour de sujets innovants à travers des panels, des keynotes, des ateliers de formation pour la jeunesse et surtout des concours et puis des prix pour les startups qui se sont démarquées dans le domaine du numérique. Alors mes impressions sont très bonnes parce que là, c'est la deuxième édition et l'organisation a été très parfaite. On est très bien accueillis, surtout la délégation. Et vraiment en tant que pays invité d'honneur, on a eu tous les honneurs par rapport à un pays invité d'honneur. Nous vous remercions pour votre constance. Continuez à nous suivre sur votre télévision nationale pour être au cœur des grands événements de notre pays. Point final à ce journal spécial consacré à la deuxième édition de la semaine du numérique. Un grand merci à toute l'équipe de reportage. Je vous dis donc à très bientôt. Salimata Ndao et reprenez le cours de votre journal. À vous l'antenne. Merci beaucoup Nyanya Liu Traoré et à toutes les équipes de reportage. Intensifier les efforts en cours en matière de développement du numérique pour gagner en souveraineté et en résilience, c'est la recette que proposent les start-upers du Mali. Une trentaine d'entre eux ont pris part à la deuxième édition de la semaine du numérique. Pour le président de l'association, le docteur Mamadou Gouro Sidibé, invité de la semaine sur notre antenne de gros efforts restent à faire en matière de transformation digitale de notre économie. Je vous propose de l'écouter au micro de Yaya Konaté. Pour la transformation digitale, deux entités parviennent à sortir leurs épingles du jeu. Ce sont les opérateurs. Au-delà de ça, ce sont les grandes multinationales, les réseaux sociaux. Eux, apparemment, ils y parviennent parce qu'ils ont beaucoup de moyens que nous n'avons pas. Il y a bien sûr entre les startups qui sont des petites structures au début et d'autres, tout est un pan d'acteurs qui ont beaucoup œuvré aussi pour que ce digital ça se fasse. Mais pour que ça soit quelque chose de masse, utilisable partout. Aujourd'hui, s'il y a un appel, c'est qu'il faut changer les choses. Il faut aller plus loin. Les initiatives qui ont été faites jusque-là doivent être amplifiées parce que nous ne pouvons que gagner pas seulement en souveraineté, en résilience, mais aussi transformer nos défis en opportunités de création de valeur, de richesse et d'emploi. Alors, on parle de résilience, on parle de souveraineté. Il y a eu notamment cette conférence inaugurale sur le thème de la souveraineté de l'AES à travers le numérique, état de la question, défis et contraintes. En termes de souveraineté, le numérique, il représente quoi aujourd'hui pour nos États? Mais vous imaginez, par exemple, les réseaux sociaux. Mais c'est là où notre jeunesse, les esprits se forment. Pourquoi, en son temps, nous avons pensé à quelque chose comme l'ENALI, entre autres? Parce que nous avons pensé que ce qui est fait ailleurs par d'autres et qui ne répondent pas forcément à nos besoins ni à nos réalités en général socio-culturelles. Voilà, l'invité de la semaine est à suivre après le PMU Mali.
Direction Casablanca au Maroc, où la 7e édition du Forum international Afrique Développement a été lancée ce jeudi sous le thème « Ici, on investit ». Plus de 2000 personnes de 30 pays participent au forum de 2 jours. C'est une initiative du groupe Attijari Wafa Bank et son partenaire Almada. Au menu, des sessions plénières, des rencontres B2B, un marché de l'investissement. Exposition sur les potentiels économiques en Afrique. Le Mali est fortement représenté à ce forum. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Casa, Sidiki Dambélé et Aboukouné. Casablanca, ville portuaire et pôle commercial situé à l'ouest du Maroc, est transformée pendant ces 2 jours, 27 et 28 juin, en capitale économique de l'Afrique plurielle, anglophone, arabophone et francophone. Plus de 2000 personnes, décideurs politiques, opérateurs économiques, institutions internationales et médias de 30 pays sont réunis ici à la faveur de la 7e édition du Forum international Afrique Développement. Une initiative du groupe Attijari Wafa Bank qui se veut un catalyseur économique en Afrique. Here we invest. Ici on investit. Aussi simple que cela, c'est le thème et en même temps le slogan de cette édition qui veut explorer tous les champs d'investissement en Afrique. Des investissements créateurs de valeur et de richesses. L'Afrique, notre Afrique, est bien positionnée pour devenir un moteur du développement global. Mais pour réaliser son plein potentiel, la transformation durable de ses atouts doit s'appuyer sur des politiques à la fois disruptives et inclusives, des investissements stratégiques et une allocation optimisée des ressources. Mesdames et messieurs, la réalisation du potentiel du continent africain est en soi un enjeu qui nous invite à engager des ruptures de paradigme, à reconfigurer nos modèles et à investir dans les leviers de transformation qui nous permettront de faire face aux nombreux défis que nous devons relever. D'abord, le défi de la création d'emplois pour la jeunesse africaine, en faisant du dividende démographique du continent une force motrice, un levier de croissance économique. Pour cela, il faudra investir davantage dans l'éducation et la formation professionnelle, promouvoir l'inclusion, encourager l'entrepreneuriat, notamment féminin, et surtout réduire la fracture numérique en érigeant le digital en véritable facteur de développement, tout en accompagnant les startups. Ici, tous les acteurs de développement sont convaincus que l'Afrique dispose de tous les atouts pour s'intégrer dans l'économie mondiale et conforter son développement durable. Tenez par exemple la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, avec 23 pays africains, constitue un marché de plus d'1,4 milliard de personnes. Une aubaine pour les investisseurs et pour la coopération économique interafricaine. Même 22 000 personnes qui sont là, des ministres, des chefs d'entreprise, la presse, des agences de promotion. Donc c'est dans ce genre de fora qu'on vend son pays, qu'on vend son potentiel, qu'on noue des relations, qu'on fait du networking. Et puis on espère que tout ceci va aboutir sur 1, 2, 3, 4 investissements qui vont créer des emplois chez nous au pays. Il faut souligner que le Mali est fortement représenté à ce forum à travers des opérateurs économiques, des décideurs, des diplomates et autres personnalités. Tous engagés pour vendre l'image du Mali, présenter des projets, trouver des investissements et saisir des opportunités. Le Mali est une terre d'opportunités en termes d'investissement. Nous sommes premier producteur africain de coton, grand producteur d'or, 3e position en Afrique, et avec un bétail, un cheptel très important aussi, notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons aussi des secteurs qui offrent beaucoup de potentialités en termes d'investissement. Donc nous sommes là dans le cadre de la diplomatie économique, qui est aussi tamponnée par les plus hautes autorités de notre pays. Nous avons beaucoup d'atouts, nous avons beaucoup de terre, nous avons du soleil, nous avons une jeunesse importante. Je pense que nous pouvons nous servir de l'exemple du Maroc pour transformer également au niveau du Mali tout ce que nous avons comme potentiel en ressources minières, potentiel en ressources énergétiques
potentiel par rapport à la production agricole. Il faut souligner que le Mali participe pleinement aux sessions plénières qui portent sur des thèmes comme rupture de paradigme, construire des opportunités ou encore un investissement durable pour des sociétés durables. Des thématiques qui mettent la lumière sur les opportunités de coopération, la promotion du commerce et des investissements intra-africains. Restons toujours au forum et rendons-nous au marché de l'investissement et dans le stand Mali. 2 points d'attraction pour parler directement aux investisseurs et financeurs internationaux des projets porteurs. En tout cas, l'API Mali et des jeunes opérateurs économiques profitent pleinement de ces espaces pour vendre la destination Mali. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. À ce forum international Afrique Développement, l'un des points d'attraction, c'est bien ici, le marché de l'investissement. Vous êtes attendu en zone rouge, table 87. Table rouge 87. C'est un marché à ciel ouvert, pas pour vendre des produits, mais pour nouer des rendez-vous d'affaires. 4000 rendez-vous, c'est l'objectif affiché. Pour cette édition, 11 pays sont à l'honneur. Le Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Gabon, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et le Togo. Un vrai melting pot économique que personne ne voulait rater, surtout pas les jeunes opérateurs économiques maliens venus en nombre. On vient de rencontrer notre premier partenaire qui est espagnol et qui a une usine de transformation de miel industriel et de miel naturel en produits alimentaires, donc avec lequel on a eu de très bons échanges dans le cadre d'une possible collaboration avec eux. Donc on pourra peut-être importer leur marque au niveau du Mali. Nous sommes très contents d'être ici, voilà, à cette activité qui regroupe quand même tous les patrons des industries africains. Et nous espérons qu'à l'issue de ces sessions-là, de bonnes collaborations pourront être nouées entre Africains. Nous sommes là précisément pour rencontrer des partenaires financiers, pour financer notre croissance, notre développement. Bon, et aussi rencontrer des partenaires agroalimentaires qui évoluent dans le même secteur d'activité que nous. Donc pour le moment, on a des rendez-vous avec des partenaires financiers. On vient de rencontrer un partenaire qui est dans le secteur agroalimentaire qui cherche aussi des opportunités au Mali. Des présentations de projets, des démonstrations, des sourires, des poignées de main et des séances photos. Bref, nos jeunes opérateurs économiques ne manquent pas d'astuces pour séduire et attirer le maximum d'investisseurs dans leur pays. Les gens veulent venir investir au Mali. Ils ont peur de la situation, mais c'est rassurant quand même. Parce que moi, je leur ai dit que c'est rassurant. Vous avez donné de bonnes informations sur Bien sûr, oui, sur le Mali, effectivement. Parce qu'ils pensaient que l'embargo est toujours sur le Mali. Je leur ai dit que non, il n'y a pas d'embargo. Maintenant, les investisseurs peuvent venir et voilà. Ils sont intéressés par quoi au Mali? Ils veulent investir dans l'agrobusiness. Pour l'histoire, en 2019, j'étais là pour ce forum. J'ai pu visiter, j'ai fait des visites d'entreprises ici. J'ai visité Accent, qui fait l'assemblage des machines électroniques, les portables, les tablettes et les ordinateurs. Et en 3 ans, j'ai pu faire ça, la même chose au Mali. Aujourd'hui, il y a Daniel Tala Électronique qui fait l'assemblage des téléphones, des ordinateurs, des tablettes et des box TV au Mali. L'autre point d'attraction où le Mali est à l'honneur, c'est bien les stands d'exposition animés par le personnel de la filière BIM Attijari Wafa Bank au Mali et de l'Agence pour la promotion des investissements API Mali. Les stands ne désemplit pas et les visiteurs reçoivent beaucoup d'informations sur la destination Mali, une terre d'opportunités. Les investisseurs ont conscience du potentiel que représente le Mali. Et ces 2 jours vont nous permettre de justement ouvrir ces potentialités à des dizaines d'investisseurs qui défilent dans le stand et qui nous permettent de nouer des perspectives de collaboration, notamment avec l'agence marocaine de promotion des investissements, qui est notre homologue, avec lequel nous allons signer un protocole d'accord
pour justement nous inspirer de la dynamique de développement stratégique des investissements du Maroc qui est basée sur les zones d'économie spéciale. En tout cas, les exposants, tout comme les opérateurs économiques maliens, fondent beaucoup d'espoir sur cette édition pour développer davantage leurs affaires et accélérer la coopération sud-sud. Revenons au Mali. Vous vous souvenez certainement de lui. Il s'agit de Adama Keïta, un jeune Malien ayant été victime d'un braquage en Tunisie. Grâce à l'appui des autorités qui ont assuré son rapatriement, suivi de soins, le jeune Keïta pousse aujourd'hui un ouf de soulagement. Dans le but de l'aider à s'installer à son propre compte, le ministère des Maliens établis à l'extérieur lui a remis ce matin un montant de 2 millions de francs CFA. Timouro Kounati. Un chèque de 2 millions de francs CFA pour Adama Keïta après une aventure cauchemardesque en Tunisie. Les faits découlent de l'immigration irrégulière dont il avait emprunté la voie en 2021. Ce jeune de 30 ans, domicilié à Sebeninkoro, secteur 7, en commune 4 du district de Bamako, avait à son arrivée été victime d'un cas de braquage ayant coûté la fracture des jambes et de son bras droit, en plus d'autres blessures. Aussitôt informés, les autorités de la transition ont réuni les conditions pour le rapatriement afin de lui permettre de subir des soins intenses. Le montant a lui ainsi offert a pour but de l'aider à mener des activités génératrices de revenus. Si vous me voyez sur pied aujourd'hui, c'est grâce aux autorités du pays. Elles ont assuré la prise en charge des frais de rapatriement et de soins. Avec ce montant, je vais ouvrir une boutique. Ce résultat est d'abord le résultat du président de la transition qui n'a pas lésiné sur les moyens pour permettre que ce jour soit. À ces remerciements, je voudrais aussi ajouter, c'est adressé à l'ambassade, à notre ambassade en Tunisie. Cette cérémonie est une occasion aussi pour les autorités de la République du Mali de démontrer tout l'intérêt qu'elles portent à tous nos compatriotes, particulièrement aux Maliens établis à l'extérieur. Cette prise en charge effectuée ici au Mali et par l'État malien illustre à suffisance la vaillance du médecin traitant que le ministre a salué de passage avant d'évoquer les risques liés à l'immigration irrégulière. La migration irrégulière est un danger dans lequel nous perdons chaque année des centaines de jeunes qui peuvent valablement servir le pays et aussi réussir ici. Une chose est sûre, l'exemple du jeune Adama Keïta est assez suffisant pour donner une leçon à ceux qui sont tentés par la recherche de l'Eldorado via l'immigration irrégulière. Le ministre a conclu en invitant le jeune Adama à utiliser à bon escient ce montant devant servir à sa réinsertion. L'école de maintien de la paix à Lune-Blondin Bay vient de tenir la 31e session ordinaire de son conseil d'administration. À l'ordre du jour, le bilan des activités du premier semestre et réflexion sur les projets innovants entamés par l'établissement. Boubacar Bablé-Touré pour plus de précisions. Centre international de référence en matière de formation sur les questions de paix et de sécurité, l'école de maintien de la paix à Lune-Blondin Bay est fondée sur des principes de justice et de coopération internationale. Elle joue également un rôle prépondérant dans la formation des professionnels susceptibles de répondre aux défis de paix et de sécurité dans le monde. Dans ce sens, plusieurs actions ont été menées au cours de ce premier semestre au titre de 2024 où plus de 1700 acteurs ont été formés. Une information partagée lors de la 31e session ordinaire de l'établissement. Et ces hommes et ces femmes-là viennent d'un peu partout de l'Afrique. D'abord de tous les pays d'Afrique de l'Ouest, de certains pays d'Afrique centrale comme le Tchad, le Cameroun ou bien la République démocratique du Congo et même des pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique du Sud, suivant la géographie. Au niveau des développements de cours, pendant le premier semestre, nous avons développé un cours sur le leadership transformationnel dans la gouvernance. Et ce leadership transformationnel dans la gouvernance s'adresse un peu à tout le monde. Pour le deuxième semestre de l'année en cours, un certain nombre de chantiers en phase avec les réalités du moment est prévu par l'école de maintien de la paix en termes de perspective. Lors de cette session, nous aurons l'opportunité de réfléchir sur les projets innovants entamés par l'école de maintien de la paix, à savoir le projet de digitalisation et surtout l'élaboration de la nouvelle politique de communication assortie d'une stratégie de communication globale.
Cette dernière vise à consolider sa position de leader dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité à travers une approche ciblée et efficace. Lors de cette première session de l'année, une mention spéciale a été faite à la Belgique qui a rejoint le conseil d'administration en tant que membre associé. Également, à travers le financement d'un cours médiatique politique et communautaire. Cérémonie de clôture du projet Promotion des droits de l'homme à travers les manuscrits anciens. Après 6 mois de recherche et d'analyse des manuscrits anciens du Mali, l'équipe du projet a produit 4 livres qui ont été présentés au cours de cette cérémonie. On fait le point avec Daouda Koné. Promotion de l'autonomisation des femmes et prévention des violences, liberté d'expression, tolérance religieuse et le droit de la dissidence politique, prévention de la violence et responsabilité des auteurs de violations des droits de l'homme dans un état de droit sont les titres des livres produits par l'équipe pluridisciplinaire du projet Promotion des droits de l'homme à travers les manuscrits anciens. Ils viennent d'être présentés aux autorités et aux partenaires du Mali dans le domaine des droits de l'homme au cours d'une cérémonie marquant la fin du dit projet. Les acquis sont très nombreux. D'abord, nous qui avons travaillé sur ces manuscrits, nous avons mesuré l'importance de ces manuscrits, le contenu très riche, très formateur de ces manuscrits. La deuxième chose, c'est que nous avons produit 4 livres. Ces 4 livres-là vont être exploités par nos lecteurs, les lecteurs des bibliothèques, les lecteurs des centres de documentation, aussi bien au Mali qu'à l'étranger. Troisième acquis, c'est que tous ceux qui vont lire ces livres-là vont comprendre que le Mali avant, le Mali du Xe siècle, du XIe siècle, respectait déjà les droits de l'homme, les droits de la femme. Au cours de la mise en œuvre du projet, nous avons constaté une participation massive des jeunes sur la question des droits humains, éducation de jeunes filles et de la cohésion sociale lors d'une des conférences du projet qui s'est tenue à Ségou en décembre 2023. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme s'est réjoui des résultats auxquels l'équipe du projet, avec l'accompagnement financier des partenaires, est parvenue. Je puis vous affirmer que ce projet a été un franc succès. Les résultats atteints témoignent de l'engouement qu'ils ont suscité. Je me réjouis des résultats combien éloquents auxquels vous êtes parvenus au terme de ce projet. C'est dont je ne pouvais d'ailleurs pas douter au regard de la qualité des experts engagés. Un des pans de la cérémonie a été la remise aux autorités et partenaires des exemplaires des livres produits par la maison d'édition Sawa. Le centre de formation professionnelle de Sénou a servi de cadre à l'ouverture des travaux de l'atelier de validation du document de stratégie nationale de rang à l'entrepreneuriat et son plan d'action 2025-2029. Le point avec Ibrahim Kaoukounati. Au Mali, les difficultés liées à l'accès des jeunes et des femmes à l'emploi et aux opportunités économiques et éducatives restent un sujet préoccupant. C'est pourquoi le gouvernement du Mali et ONU Femmes s'attellent à élaborer un document de stratégie nationale de l'entrepreneuriat et son plan d'action 2025-2029. Nous avons pris part au processus d'élaboration de ce document-là. Nous avons eu l'occasion d'avoir des débats et des discussions avec les porteurs du dossier. Ça a été des moments de discussion assez intenses. Nous avons parfois eu des débats contradictoires, mais au finish, nous avons pu trouver ensemble une bonne façon, comme toujours, de trouver un mécanisme qui peut finalement satisfaire tout le monde. La stratégie qui fera l'objet de validation aujourd'hui contribuera à surmonter les obstacles qui freinent la promotion de l'entrepreneuriat, en particulier l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes dans toutes ses dimensions. L'accompagnement d'ONU Femmes et ses partenaires sera encore renforcé pour l'entrepreneuriat féminin et mettra l'accent sur quelques piliers principaux qui sont notamment la création d'un environnement réglementaire et favorable et surtout inclusif à travers le renforcement des mécanismes qui existent déjà comme le Women Business Center, le renforcement de l'accès au financement, le soutien à l'innovation qui reste déterminante pour la compétitivité, la promotion de l'esprit d'entreprise, y compris dans l'éducation à la base. Cette rencontre permet aux participants de faire une analyse approfondie afin d'avoir un document fiable. Cette nouvelle stratégie
vise à renforcer l'écosystème entrepreneurial afin que les jeunes hommes et femmes entrepreneurs ou en devenir puissent exploiter judicieusement leur potentiel de création de richesses économiques, accéder à un emploi durable et décent, augmenter leur épargne et leur investissement, développer leurs capacités et leurs connaissances techniques. Elle s'inscrit dans la vision du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a placé la problématique de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au cœur de sa politique de développement socio-économique. Ce document se veut inclusif et participatif. Il a été élaboré sur la base de la collecte des informations de certaines régions du Mali. Le bureau régional Sahel de Wetland International, à travers le ministère en charge de l'environnement, a tenu hier un atelier technique sur l'élaboration des projets et programmes structurants, et cela au profit des parties prenantes à la table ronde sur les zones humides, un espoir pour la paix, la stabilité et le développement durable au Sahel. Reportage à Guibou Koulibaly, Karunka Konaté. En juillet 2022, une table ronde sur le thème « Les zones humides, un espoir pour la paix, la stabilité et le développement durable au Sahel » a été organisée par Wetland International Sahel et ses partenaires. À l'issue de ces discussions, 24 actions prioritaires à l'horizon 2030 ont été identifiées, approuvées et regroupées en 5 thèmes principaux. Cet atelier, c'est comme un atelier de suivi. Et depuis la table ronde, il y a déjà presque 2 ans, et qu'est-ce qui s'est passé? Les initiatives, des projets, des fiches de projets avaient été présentées, ont été validées, approuvées. Et nous sommes mis à travailler avec les directions nationales des eaux et forêts, de l'hydraulique, de l'agriculture et d'autres directions au Mali et dans d'autres pays pour développer des projets structurants. C'est-à-dire dans le cadre d'un programme compréhensif où il y a des interrelations entre les différents projets. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas est convaincu que des résultats encourageants ont été obtenus, mais que certains sont encore fragiles. Il est encore nécessaire de prendre des mesures appropriées pour accompagner le progrès. J'encourage donc toutes les parties prenantes à jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre des projets et des programmes, afin d'atteindre les résultats escomptés. Pour les autorités, les zones humides représentent des ressources vitales et sont de véritables éponges pour la préservation de l'environnement. C'est un atelier, on va dire, d'évaluation d'une table ronde de bailleurs de fonds qu'on a organisé il y a 2 ans avec Wetland International Sahel et les directions techniques sectorielles. Et donc cette table ronde avait pour but de mobiliser les partenaires techniques et financiers autour des projets structurants dans le cadre de la gestion et la protection des zones humides, des ressources en eau, de l'environnement, de façon générale. Au regard de la diversité des structures présentes, concernées à des degrés différents par la gestion des ressources naturelles et de la qualité de leurs représentants, je demeure convaincu que votre vigilance, vos observations, vos critiques, vos suggestions sont d'un apport inestimable pour l'atteinte des résultats de l'agenda qui est soumis pour les 2 jours. Le premier responsable du bureau régional Sahel de Wetland International a rappelé « Ensemble, agissons pour que les zones humides deviennent un pilier de la paix et de la prospérité au Sahel, parce que préserver notre environnement, c'est assurer notre avenir. » Voilà, ainsi prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Demain 13h sera une présentation de Bemba Sibi. Kadigatou Kone sera là à 20h. Merci et bonsoir.